Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a validé la loi référendaire ouvrant la voie à un possible troisième mandat pour Félix Tshisekedi. La coalition d'opposition C64 monte au créneau et donne rendez-vous au peuple congolais le 15 août. Prince Epenge, l'un des porte-parole du parti Lamuka, membre de la coalition C64, est notre invité. Interview à suivre en début de JT. Les États-Unis ont annoncé qu'ils cesseraient de financer l'OSOM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, fin 2026. L'objectif de cette mission était de lutter contre le groupe armé Al-Shabaab. Notre correspondant s'est entretenu avec un réfugié déplacé après l'arrivée d'Al-Shabaab dans son village somalien, vous le verrez. Enfin, on ira au Cap-Vert où la chanteuse Suzanne Pires porte la musique de l'archipel sur la scène internationale. Mais son quatrième album cache une blessure intime. Victime de violences conjugales, elle transforme son histoire en message de sensibilisation. Un pas de plus vers le référendum en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a validé hier la loi référendaire, une décision que l'opposition qualifie de coup de force constitutionnel. Mercredi, la coalition C64 a vivement critiqué cette Cour et a lancé un ultimatum. Le 15 août, le peuple congolais sera dans la rue si Tshisekedi ne renonce pas. On écoute un extrait de la conférence de presse et ensuite on en parle avec notre invité Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka. L'arrêt de la Cour confirme le complot contre l'ordre constitutionnel et ouvre la voie à la balkanisation de la République. Il a prouvé que la Cour constitutionnelle est pleinement plongée en complicité avec M. Tshisekedi dans la criminelle entreprise de renversement de l'ordre constitutionnel. La Cour constitutionnelle reste une caisse de résonance qui ne mérite ni respect ni crédit du peuple congolais. Prince Epenge, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à France 24. Vous êtes porte-parole de la coalition Lamuka. On l'a vu lors de la conférence de presse, le C64 parle de haute trahison et d'arrêt scélérat après la décision de la Cour constitutionnelle. Ce sont des mots extrêmement forts quand même. Je crois même que les mots utilisés par la C64 ne donnent pas l'étendue de la gravité de la situation dans notre pays. L'arrêt de la Cour confirme les complots contre l'ordre constitutionnel et institutionnel établi. Il y a une association criminelle entre le président de la République, la Cour constitutionnelle et son gouvernement. Ils veulent liquider la démocratie. L'arrêt de la Cour ne se limite pas à interpréter. La Cour s'est substituée au peuple en donnant le pouvoir de changer l'article 220 à M. Félix Tshisekedi. Et justement, vous parlez de complot. La Cour a validé la loi référendaire, mais avec des réserves d'interprétation. Pour vous, ces réserves ne changent rien. Hein. Pourquoi ? Ces réserves en disent long si les injonctions politiques subies par la Cour. On n'a pas demandé à la Cour constitutionnelle de remplacer le peuple. On n'a pas demandé à la Cour constitutionnelle de faire sa propre loi sur les référendums. La mission de la Cour, c'est de dire au peuple, est-ce que la loi Ngondankoy est conforme à la Constitution? Mais là, dans son arrêt, la Cour fait sa propre Constitution, échafaude sa propre loi référendaire. Tout simplement parce que la Cour est sous les bottes de M. Félix Tshisekedi. Donc, pour nous, en matière constitutionnelle, quand on saisit la Cour pour ce type de matière, la Cour a à nous dire que la loi est conforme à la Constitution ou elle ne l'est pas. Là, la Cour aurait tout simplement dû rejeter la loi, la renvoyer au Parlement. Comment pouvez-vous comprendre que
presque un tiers des articles de la loi sont sous réserve. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un doute raisonnable de la part des juges de la Cour. Il y a eu un doute, même au niveau de l'opinion. Dès le départ, la loi était décriée par notre peuple. Tout le monde savait que cette loi qui donne à M. Tshisekedi le pouvoir de changer l'article 220 est une loi qui contrevient à la Constitution. Vous n'êtes pas, bien sûr, pour cette loi. Pourtant, il y a eu plusieurs médiations pour tenter d'apaiser la situation. Il y a eu la médiation tentée par le président burundais Evariste Ndayishimiye. Et vous avez été reçu par le cardinal Ambongo quelques heures avant la conférence de presse. Il vous a invité à rester engagé pour le dialogue. Mais vous sortez avec un communiqué quand même. Écoutez, nous avons salué l'implication du président burundais. Nous avons salué également l'implication du président du Congo d'en face, Congo-Brazzaville, comme l'implication d'autres présidents africains. Le Congo est au bord du précipice. La maison Congo brûle, mais M. Félix Tshisekedi regarde ailleurs. Félix n'a dit que pour un troisième mandat, que les Congolais meurent de faim. Comme actuellement, il y a 26 millions qui n'ont pas mangé. Que les Congolais meurent suite aux balles des ADF. Comme depuis le début de l'année, nous sommes à près de 8000 morts dans ce qu'on appelle les triangles de la mort entre Mambasa, Beni et d'autres territoires de la province du Kivu. Et justement... Ce qu'on aurait souhaité, c'est que M. Tshisekedi fasse des gestes d'apaisement. Et comme l'ont fait le président burundais, à la veille de notre manifestation, le président burundais nous a conviés, nous sommes rendus. Il nous a parlé. Concernant les manifestations, vous devez manifester le 22 juillet, vous avez décidé de reporter suite au dialogue. Et là, vous annoncez le 15 août une grosse action, la suite de vos actions. C'est quoi exactement? C'est la rue, c'est une marche, c'est autre chose? Qu'est-ce qu'on peut entendre du 15 août? Écoutez, la C64 est constituée de partis politiques, des associations pour la démocratie, des associations civiles, globalement, pour mener des actions de terrain. Voyez-vous? Et on a mené 2 premières actions. Vous avez vu que le peuple a adhéré massivement dans tous les pays, malgré la violence, la répression et la barbarie du régime Tshisekedi. Mais nous allons continuer. Nous voulons la paix. Voilà pourquoi qu'est-ce que vous ferez le 15 août concrètement? Voilà pourquoi on avait renvoyé la marche du 22 pour écouter. On a écouté, on a compris. Nous avions dit, après l'appel du cardinal Ambongo, parce que nous sommes des chrétiens, après l'appel de l'église ECC avec Papa Bokundoa, on a accepté de s'asseoir à notre manifestation. On n'a pas annulé. On a accepté de s'asseoir, d'écouter. On a fait un geste d'apaisement. Si Tshisekedi perçoit les reports de notre marche comme un signe de faiblesse, il se trompe. Les 15, nous allons évaluer. Pendant que nous, on a appelé à la paix, à la réconciliation, à la cohésion, Tshisekedi, à travers l'arrêt scélérat, cet arrêt poison de la Cour, Tshisekedi nous invite à l'affrontement. Nous n'allons pas céder à ce chantage-là. Nous allons attendre jusqu'au 15, nous gardons le cap, nous appelons le peuple à rester debout et vigilant. Les 15, c'est pour demain. Les 15, on va évaluer et nous allons fixer le cap à notre peuple. Le peuple est prêt. Le peuple est déterminé à défendre sa constitution. C'est notre détroit d'Ormuz. Ça ne passera pas. Nous n'accepterons jamais qu'il y ait un roi au Congo. On a choisi la République. Nous n'accepterons jamais qu'on contourne la constitution telle que la Cour tente de le faire. Nous n'accepterons jamais qu'il y ait personnalisation du pouvoir et des institutions. Comme le peuple n'acceptera jamais un troisième mandat de M. Tshisekedi. On l'a fait sous Kabila, on le fera sous Tshisekedi, et après Tshisekedi, parce que dans 2 ans, son avenir se conjuguera au Sénat. Le Congo va continuer d'exister sans Tshisekedi. Votre message est passé. Merci beaucoup, Prince Epengue. Merci beaucoup. Vous êtes porte-parole de la coalition Lamouka. Merci d'avoir accepté notre invitation au Journal de l'Afrique de France 24. Merci pour l'invitation et la considération. En Somalie, la menace Al-Shabaab est toujours là et la mission africaine chargée de la combattre, l'OSOM, est en danger. Cette semaine, à Kampala, plusieurs pays africains se réunissent pour trouver une solution après l'annonce des États-Unis de couper leur financement d'ici la fin de l'année. Sur le terrain, ce sont des populations entières qui fuient. Notre correspondant Tom Canetti a rencontré l'un d'eux. Regardez. Que deviendra la mission de stabilisation de l'Union africaine en Somalie après le 31 décembre? C'est la question que tout le monde se pose ici, dans la région de Somalie, après que les États-Unis ont fixé cette date pour la fin de leur financement.
J'ai visité le camp de réfugiés de Cheder qui se trouve sur la frontière entre la Somalie et l'Éthiopie. Il accueille plus de 15 000 réfugiés qui ont fui les violences en Somalie. Et j'ai parlé à Ahmed qui a fui son village après que Al-Shabaab est venu recruter de force son frère. Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de rendre son témoignage anonyme. Al-Shabaab a commis des atrocités. Ils ont déplacé de force des populations, les ont tués, les ont massacrés. Al-Shabaab est le cancer de la société somalienne. L'Union africaine et la communauté internationale doivent poursuivre la lutte contre ce groupe jusqu'à ce que nous puissions rentrer chez nous en toute sécurité. Cela fait trop longtemps que nous vivons en tant que réfugiés. Nous avons besoin d'une solution durable, de rentrer chez nous. Il y a environ 12 000 soldats en Somalie venant de 5 pays dans la région, combattant tous contre Al-Shabaab. Les États-Unis ont contribué à hauteur de plus de 1,6 milliard de dollars pour des missions de stabilisation en Somalie depuis 2007. Allez, direction le Cap-Vert à la rencontre de Sezani Pires, l'une des voix les plus prometteuses de l'archipel. Comparée à la légendaire Césaria Évora, elle rêve aujourd'hui de faire rayonner la musique capverdienne à l'international. Son 4e album porte aussi une blessure intime et un message fort. Victime de violences conjugales, elle transforme son traumatisme en un puissant outil de sensibilisation. Des images commentées par Awa Diouf. En plein tournage de son nouveau clip, Sezani Pires enchaîne les prises. À 35 ans, cette chanteuse capverdienne dévoile son 4e album. Un projet intime qui raconte l'engrenage des violences conjugales. Mon dernier album est très spécial pour moi parce qu'il parle de violences domestiques. Je suis passée par là, j'ai eu la force et la volonté et j'ai réussi à quitter une relation toxique qui n'était pas bonne, qui n'est pas bonne pour les femmes. Autodidacte, elle chante depuis l'âge de 12 ans. Sa voix, capable de naviguer entre les registres, lui vaut d'être souvent comparée à Césaria Évora, la diva aux pieds nus qui a fait connaître la musique capverdienne dans le monde entier. Son producteur, qui a longtemps accompagné cette icône, voit en Sezani Pires son héritière. C'est une fille, pour moi, la chanteuse actuellement qui a le plus de capacité vocale et de registres. Elle est capable de chanter sur plusieurs registres. Bizarrement, elle n'a pas fait l'école de musique, mais depuis toute jeune, elle a gagné plusieurs prix et est reconnue vraiment comme une très belle voix de Mindelo. Déjà reconnue au Cap-Vert, Sezani Pires espère désormais porter encore plus loin la musique capverdienne et son combat contre les violences conjugales. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.